Bonjour Monsieur Dupuche, vous êtes directeur de l'Institut national de la police scientifique, titre qui fait rêver tant de jeunes. Aussi ma première question va être tournée vers les jeunes. Il y a beaucoup qui sont intéressés par l'activité de la police scientifique. D'une manière générale, quel profil cherchez-vous et quelle formation faut-il faire si on veut entrer dans la police scientifique? La police scientifique telle qu'on la pratique dans les laboratoires, est naturellement pluridisciplinaire. Chimie, biologie. Donc la théorie, c'est qu'on a toutes les approches qui sont intéressantes. Mais néanmoins, quantitativement, aujourd'hui, ce qui est de plus en plus demandé, c'est l'ADN. Donc il est vrai que l'orientation dominante et celle à laquelle j'incite les jeunes, à laquelle se tourner, c'est vraiment tout ce qui touche au génome, à la génétique, à ses évolutions, à la façon dont on la pratique aujourd'hui et aux nouvelles orientations avec le séquençage à haut débit. Et on a l'impression quand même que les limites de la police scientifique sont sans limite, que les puissances d'analyse permettent justement de régler un certain nombre de scènes de crime, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce qu'il y a des nouvelles techniques qui sont en train de se dessiner dans le domaine de la police scientifique? Rien que sur la génétique, on a à l'évidence en ce moment un virage qui est en train de se prendre. Déjà, on passe de l'identification, à partir des techniques classiques de PCR, etc., à l'orientation. Commencer à travailler sur les caractéristiques morphologiques extérieures de la personne. Donc pouvoir donner des orientations de recherche. Ça, c'est une ampoule qui vient de claquer. Donc on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas de limite pour la police scientifique, que de plus en plus il va y avoir des nouveaux domaines qui vont arriver. Finalement, quelles sont les nouvelles techniques qui se dessinent au niveau de la police scientifique? Bon, l'ADN connaît déjà une véritable révolution. On peut maintenant faire de l'orientation et pas seulement d'identification d'enquête, c'est-à-dire orienter sur des caractéristiques physiques extérieures. On travaille avec des quantités de molécules infiniment moindres, de l'ADN très dégradé, et on sait que ça va progresser parce que le mélange à la fois du progrès de l'informatique, tout ce qui est le big data avec les recherches scientifiques, fait qu'on arrive maintenant à descendre sur des quantités mais ridicules pour sortir un profil génétique. Donc ça, c'est en cours, c'est en train de se faire, et à l'horizon de 2, 3, 4 ans, il y aura des changements significatifs. Ensuite, il y a du travail qui est mené sur l'odeur. C'est certainement le périmètre dans lequel on a une large marge de progression. On sait maintenant déterminer les caractéristiques d'une odeur humaine. Jusqu'où va-t-on pouvoir aller dans l'individualisation? Voilà, ça ce sont des pistes de recherche-développement. Rien que l'ADN, horizon 3-5 ans, l'odeur 5-10 ans, il y a de l'avenir. C'est magnifique, c'est magnifique. Est-ce que pour exercer votre profession, vous travaillez avec des laboratoires universitaires ou éventuellement parfois des laboratoires privés? Beaucoup avec des laboratoires universitaires, beaucoup. C'est vrai que nous avons des partenariats dans nos villes d'implantation qui sont Lyon, Marseille, Toulouse, Lille et Paris. On a souvent des partenariats qui nous permettent de recevoir à la fois des étudiants de haut niveau, d'en prendre parfois en stage de longue durée rémunérés sur un programme de recherche-développement qui les intéresse et qui nous intéresse. Voilà, il faut quand même que ce soit une démarche symétrique. Et puis surtout, cela nous permet, en échange de cet accueil d'étudiants, d'accéder à des technologies, à des plateaux techniques qui parfois ont certaines possibilités de liberté d'accès que nous pouvons ainsi avoir en tout bénéfice sans avoir besoin de débourser de l'argent et de les acheter nous-mêmes. Parfait. Et alors, donc, petite question technique que les jeunes se posent à chaque fois qu'on voit des séries télévisées. Ceux qui font les analyses, ce sont aussi ceux qui vont sur les scènes de crime faire les prélèvements? Comment ça se passe? Tout dépend du niveau. Non, dans l'ensemble, très globalement, ceux qui font les analyses les plus poussées sont les personnes qui travaillent en laboratoire et les laboratoires se déplacent peu sur les scènes de crime. Mais il y a des scientifiques qui vont, eux, sur les lieux pour faire des prélèvements et qui vont faire un premier niveau d'analyse, essentiellement des traces papillaires. Mais dès qu'on tombe dans les domaines de la génétique, de la toxicologie, de la chimie, analyse de fibres, de verre, etc., là, on est en laboratoire avec d'autres acteurs. Bon, néanmoins, il y a toujours des exceptions, rassurez-vous. Il est certain que dans le domaine, par exemple, des incendies-explosions, c'est tellement compliqué que ce sont les experts eux-mêmes qui vont sur les scènes pour essayer de deviner là où est parti l'incendie et prélever au bon endroit pour les analyses postérieures. Eh bien écoutez, moi j'ai compris au moins une chose, c'est que les criminels n'ont qu'à bien se tenir. Merci Monsieur Dupuche pour ces précisions que vous nous avez apportées suite à votre conférence. Merci.